Tu es prêt? Parce que maintenant, tu vas découvrir minute par minute comment s'est déroulée la bataille navale la plus décisive de l'histoire, la bataille de Midway. Reste avec moi jusqu'à la fin. Si tu es nouveau dans la salle de guerre, clique sur ce gros bouton et abonne-toi. Mets aussi un pouce bleu à la vidéo et partage-la avec tous tes amis pour que tout le monde soit content. Et qui a gagné la tasse du Jägershop de Michael Wittmann? C'est Vorley Menezes qui va recevoir ce beau cadeau directement chez lui. Si vous aimez le contenu de la salle de guerre, s'il vous plaît, pensez à nous soutenir sur Apoyas. Rendez-vous là-bas et découvrez nos objectifs. Toute contribution est très importante pour nous. Alors, allons à l'histoire. Juste après leur immense succès à Pearl Harbor, les Japonais ont mis en œuvre leur plan de conquête de l'Asie. Ils se sont ainsi assurés de toutes les sources de matières de première nécessaires pour rester une puissance hégémonique dans la région. Le plan avait été élaboré par l'amiral Isoroku Yamamoto, commandant de la flotte combinée japonaise, et il a fonctionné exactement comme prévu, faisant flotter le drapeau japonais sur Hong Kong, la Malaisie, Singapour, l'Indonésie, les Philippines, et une série de petites îles océaniques qui formaient le périmètre défensif de la sphère de coprospérité asiatique. Cependant, le haut commandement japonais savait que les porte-avions américains avaient en tête échappé à Pearl Harbor et qu'ils devaient être détruits en tant que menace potentielle pour leur plan. Par conséquent, une confrontation décisive devait encore être provoquée contre la flotte américaine. Pour aggraver les choses, l'attaque menée par les Américains contre Tokyo le 18 avril 1942, utilisant des bombardiers décollant du porte-avions United States Ship Hornet, a montré de façon spectaculaire aux Japonais que leur territoire était extrêmement vulnérable à de telles attaques. Et c'est à Yamamoto qu'il revint de trouver rapidement une solution à ce problème. Il pensait que la réalisation d'une seconde attaque sur Pearl Harbor pousserait certainement la flotte américaine, y compris les porte-avions, à prendre la mer pour l'affronter. Cependant, cette idée n'a pas été poursuivie en raison du renforcement considérable du nombre d'aéronefs que les Américains ont envoyés à Hawaï. Yamamoto décida alors d'attaquer Midway, un petit atoll américain situé à environ 2000 km au nord-ouest d'Hawaï. Midway possédait 2 îles. Eastern, où les pistes d'atterrissage furent construites en août 1941, et Sand, qui abritait le reste de l'infrastructure militaire. Bien que peu importante pour les Japonais, Midway était très importante pour les Américains, car ils y tenaient en temps une base avancée de sous-marins et d'hydravions. Comme ils considéraient également l'atoll comme une base de bombardiers pour attaquer l'île de Wake, déjà occupée par les Japonais, Yamamoto était pressé de profiter de ce qu'il considérait comme un moment d'avantage. Lors de la bataille de la mer de Corail en mai, ses forces ont coulé le porte-avions United States Ship Lexington et gravement endommagé le United States Ship Yorktown, que les Japonais pensaient aussi avoir coulé. De cette façon, les seuls porte-avions américains restant dans le Pacifique étaient le United States Ship Enterprise et l'United States Ship Hornet, qui composait la Task Force 16 de l'amiral William Bowhouse. En même temps qu'ils attaqueraient Midway, les Japonais attaqueraient et occuperaient également les îles Aléoutiennes, en Alaska, dans une opération conçue par l'armée impériale pour retirer le Japon de la portée des bombardiers américains basés là-bas. La gigantesque force d'attaque japonaise était centrée sur la Kidobutai, ou première force d'attaque de porte-avions, commandée par l'amiral Shuichi Nagumo, qui avait déjà dirigé toutes les grandes opérations japonaises avec porte-avions depuis Pearl Harbor. Pour l'attaque contre Midway, la Kidobutai comptait sur la première division de porte-avions, commandée par Nagumo lui-même et composée des porte-avions Akagi et Kaga. Et la deuxième division de porte-avions, sous le commandement de l'amiral Tamao Yamaguchi, composée des porte-avions Hiryu et Soryu. Les 4 navires transportaient un total de 248 appareils, comprenant des chasseurs, des avions de reconnaissance, des bombardiers en piqué, des bombardiers en vol horizontal et des torpilleurs. Nagumo ne pouvait pas compter sur ses autres porte-avions, Shokaku et Zuikaku, car le Shokaku avait été gravement endommagé lors de la bataille de la mer de Corail. Le Zuikaku avait perdu la moitié de ses appareils et équipages. Au cours de cette bataille,
Yamamoto naviguait dans une autre formation, à bord du cuirassé Yamato, escorté par plusieurs croiseurs et destroyers. De plus, il y avait aussi une flotte d'invasion de Midway, transportant environ 5000 soldats japonais qui devaient occuper l'île. Le plan de Yamamoto prévoyait d'attirer l'escadre américaine dans un piège. C'est pourquoi il a dispersé ses forces en groupe sur une vaste zone, pour empêcher qu'au premier contact, les Américains ne découvrent la véritable taille de l'escadre japonaise. Un petit défaut dans ce plan, c'est que les Américains savaient déjà à peu près tout. Sans éveiller le moindre soupçon chez les Japonais, la station d'écoute de la marine des États-Unis à Hawaï avait partiellement déchiffré leur code de cryptage naval, connu sous le nom de JN-25. Avec cet avantage ultra secret en main, depuis le début de 1942, les Américains interceptaient un nombre croissant de messages japonais qui incluaient le terme objectif AF. Mais ils ne savaient pas exactement où c'était. C'est alors qu'à la mi-mai, le capitaine Wilfred Holmes, l'un des décrypteurs à Hawaï, a suggéré au commandant de Midway d'envoyer par radio un message d'urgence non crypté disant que la machine de dessalement de l'île était en panne. Moins de 24 heures après l'envoi du faux message, la station d'écoute a intercepté un message disant que AF manquait d'eau. En plus de déterminer le lieu de l'attaque, les analystes ont remis à l'amiral Chester Nimitz, commandant de la flotte américaine du Pacifique, la date et l'inventaire complet des forces japonaises. Muni de ces informations, Nimitz a planifié pour contrer l'action japonaise et infliger un coup dur permettant aux États-Unis de rester dans la course dans le Pacifique, jusqu'à l'arrivée des nouveaux porte-avions qui étaient encore en construction sur le continent, avec Hauser hospitalisé pour des soins de santé. La Task Force 6 est désormais commandée par l'amiral Raymond Spruance. Elle se composait des porte-avions United States Ship Enterprise et United States Ship Hornet, ainsi que de leur escorte de croiseurs et de destroyers. Mais pour surprendre encore davantage les Japonais, Nimitz insista pour remettre en service le porte-avions Yorktown, gravement endommagé, qui était arrivé à Pearl Harbor le 27 mai. Les réparations minimales nécessaires sur le Yorktown étaient estimées à 2 semaines. Mais Nimitz ordonna un effort suprême pour le remettre en service en 72 heures. Ainsi, des équipes de maintenance ont travaillé sans relâche pendant 3 jours pour remettre le navire en état. Le Yorktown a quitté Pearl Harbor le 30 mai, alors que des équipes de maintenance réparaient encore l'intérieur. Le Yorktown serait le navire amiral de l'amiral Frank Fletcher, commandant de la Task Force Dix-7, qui apporterait son soutien aux forces de Spruance. À Midway, au début du mois de juin, Nimitz avait réussi à installer un important contingent d'aéronefs, fruit d'une collaboration entre la marine, l'armée et les fusiliers marins de la VICE. La marine a envoyé 31 avions de patrouille Consolidated PBI Catalina et 6 tout nouveaux torpilleurs Grumman TBF Avenger qui feraient leurs débuts opérationnels. Les fusiliers marins ont envoyé 19 bombardiers en piqué. Douglas SB-10 Dauntless et 17 Vought SB, 2 U-Vindicator ainsi que 7 chasseurs, Grumman F-4F Wildcat et 21 Brewster F-2A Buffalo. Quant à l'armée, elle a envoyé 17 bombardiers Boeing B-17 Flying Fortress et 4 torpilleurs Martin B-20-6, maraudeurs pour un total de 126 appareils sur l'île. Pour enregistrer tout ce qui se passait, la marine avait envoyé à Midway le célèbre cinéaste John Ford, qui avait déjà remporté 3 Oscars à l'époque, muni de plusieurs caméras avec pellicule couleur. Le plan de Yamamoto de s'approcher de Midway en formation séparée favoriserait vraiment l'effet de surprise. Et si les Américains savaient déjà tout ? Mais cela affaiblissait aussi la défense antiaérienne des navires et les rendait plus vulnérables aux avions ennemis. D'autres erreurs se sont également accumulées dès le début. La ligne de sous-marins japonais que Yamamoto avait ordonné de positionner à l'est de Midway pour repérer l'arrivée de la flotte américaine est arrivée en retard, ce qui a permis à Spruance et Fletcher de prendre position au nord de l'île, totalement indétectés. Une autre tentative de reconnaissance de la flotte américaine à Hawaï, utilisant des hydravions Kawanishi 8K, a également échoué, car les appareils décollés ont de wake et devaient être ravitaillés par des sous-marins à mi-chemin vers Hawaï.
Le problème était que le point de ravitaillement prévu avait été occupé par la marine américaine, juste après que les Japonais eurent mené une mission similaire en mars 1942. Enfin, la marine japonaise n'utilisait pas de radar à cette époque, contrairement à la marine américaine. Ainsi, au début de la bataille, le 4 juin 1942, la marine japonaise était complètement aveugle. La veille, le 3 juin, un Catalina avait repéré la force japonaise d'occupation de Midway, s'approchant à 930 km au sud-ouest de l'île, l'identifiant à tort comme la force principale. Plusieurs B-17 et d'autres Catalina armés de torpilles ont décollé pour attaquer cette force, mais ont manqué toutes les cibles, à l'exception d'un Catalina qui a touché un pétrolier japonais avec une torpille. À 4h30, le 4 juin, Nagumo lança sa première attaque contre Midway. La formation aérienne était composée de 36 bombardiers en piqué Aichi D3 à aval et de 36 torpilleurs Nakajima B5 Nkate, escortés par 36 chasseurs Mitsubishi A6M0. Faisons une observation ici. Même si nous savons que les Américains avaient de nombreux avantages sur les Japonais, ce qui aurait pu n'être qu'une belle victoire s'est transformé en une victoire gigantesque, et même décisive à cause d'un seul facteur, la chance. Juste après avoir lancé sa force d'attaque, Nagumo a envoyé ses batavions de reconnaissance, mais l'un d'eux devait être lancé par le croiseur lourd. Tone a eu des problèmes et a eu 30 minutes de retard. Une heure plus tard, l'un des Catalina a signalé avoir aperçu 2 porte-avions japonais. Et le radar de Midway a détecté la force d'attaque bien à l'avance, permettant le décollage des intercepteurs. La force d'interception des Marines était dirigée par le major Floyd Parks et composée de 4 Wildcats et de 20 Buffalo. Les Marines ont réussi à abattre 5 Kates et un 0, mais ils ont été décimés au combat, perdant 2 Wildcats et 13 Buffalo, y compris le major Floyd Parks. Cette attaque a pratiquement détruit toute la force de chasse de Midway et, à partir de ce moment, l'île ne pouvait compter que sur les avions des porte-avions. Bien qu'ils aient infligé de lourds dégâts, les Japonais n'avaient pas neutralisé l'île et ont signalé à Nagumo la nécessité d'une seconde attaque avant toute tentative de débarquement. Les bombardiers américains, qui avaient voir cesse décoller de Midway, ont commencé leurs attaques contre les porte-avions japonais à 7h10 du matin, étant accueillis par la couverture de chasse de l'escadre, qui a abattu 17 appareils américains. Parmi les morts lors de l'action se trouvait le commandant Lofton Anderson, chef de l'escadron Dauntless Marine Scout Bombing Squadron. 241 Anderson fut plus tard honoré par les Marines, son nom ayant été donné à la première piste d'atterrissage capturée lors de la bataille de Guadalcanal, l'emblématique Anderson Field. Dispersés par les chasseurs et la défense contre avions des navires, toutes les attaques américaines ont échoué à atteindre les Japonais. Et l'un des B-26 touchés a tenté une attaque suicide contre le porte-avions Akagi, manquant de peu la passerelle de commandement où il se trouvait Ernst. Nagumo et son état-major, marqués par l'attaque suicide du B-26 et le rapport de sa première vague d'assaut, à 7h15, Nagumo ordonna que ses avions de réserve soient armés de bombes classiques pour être utilisés contre des cibles terrestres. Vous vous souvenez de ce petit avion de reconnaissance parti en retard ? Vous allez comprendre pourquoi j'ai évoqué la chance. Nagumo ne reçut le rapport de l'avion de reconnaissance du croiseur Tony, seul à repérer un porte-avions américain dans la zone qu'à 8h du matin. Yamaguchi a insisté auprès de Nagumo pour qu'il attaque immédiatement en utilisant les avions armés de bombes disponibles sur le pont. Cependant, craignant d'envoyer une force d'attaque sans torpille et sans escorte de chasseurs, Nagumo décida d'attendre la force d'attaque de Midway, se poser avant d'attaquer les Américains. Pendant ce temps, les porte-avions américains commencèrent à lancer leurs avions à 7h du matin. Ils se dirigèrent immédiatement vers la cible sur ordre de l'amiral Spruance, qui décida de ne pas attendre pour mener une attaque conjointe. Même avec les instructions reçues, les pilotes américains eurent du mal à trouver les porte-avions japonais. Le groupe d'attaque du Hornet, d'ailleurs, s'est trompé et a suivi la mauvaise direction. Seul un unique escadron, le Torpedo Squadron 8, avec 15 torpilleurs TBD Devastator, suivit la bonne trajectoire. Ils trouvèrent ainsi l'escadre ennemie, seule et sans escorte de chasseurs.
Tous les 15 Devastator du Torpedo Squadron, 8 furent abattus avant d'atteindre les porte-avions, ainsi que 9 des 14 Devastator du Torpedo Squadron, 6 et 10 des 12 torpilleurs du Torpedo Squadron 3. Tous ces appareils furent abattus sans réussir à infliger le moindre dégât aux Japonais, souvent à cause de la fiabilité douteuse de la torpille Mark XIII. Au même moment, les malheureux torpilleurs du Torpedo Squadron 3 attiraient l'attention de la couverture de chasse des porte-avions japonais. À 10h du matin, 3 escadrons de bombardiers en piqué d'Anless s'approchaient, venant de l'Enterprise et du Yorktown. Le commandant de ce groupe, Wade McCluskey, bien qu'il fût déjà à court de carburant à cause du long temps passé à chercher les cibles, décida de faire encore une recherche avant de rentrer. Lors de cette dernière recherche, il aperçut la trace d'un destroyer japonais rejoignant Nagumo. C'est un moment tellement central dans l'histoire de la guerre navale que même l'amiral Nimitz a reconnu que ce fut uniquement l'intuition de McCluskey, à ce moment-là, qui a sauvé l'escadre américaine et l'AL de Midway. Coordonnés par radio par McCluskey, les 3 escadrons de bombardiers en piqué arrivèrent en même temps au-dessus de l'escadre de Nagumo, la trouvant sans couverture de chasseurs et avec ses ponts encombrés d'avions armés et en ravitaillement. À 22h22, les avions de l'Enterprise se sont divisés en 2 groupes, l'un pour attaquer l'Akagi et l'autre pour attaquer le Kaga. Cependant, dans la confusion du moment, les 2 escadrons finirent par plonger sur le Kaga. Le lieutenant Richard Halsey Best, réalisant l'erreur, interrompit sa plongée et, avec ses 2 ailiers, se dirigea vers l'Akagi. Recevant la fureur de presque 2 escadrons entiers de bombardiers en piqué, le Kaga subit 5 impacts directs, l'une des bombes explosant à côté de la passerelle de commandement, tuant instantanément le capitaine Shisaku Okada et son état-major. Plus tard, McCluskey s'en souvint. Nous plongions de tous les côtés à tribord du porte-avions. Je l'ai reconnu comme étant le Kaga et il était immense, une cible très satisfaisante. J'ai vu une bombe frapper tout près de l'endroit où je visais. J'ai vu le pont se tordre et exploser dans toutes les directions, exposant le hangar en dessous. J'ai vu ma bombe de 230 kg frapper tout près du pont. Les 2 autres de 100 kg ont atteint les avions sur le pont. Quelques minutes plus tard, ce fut au tour de l'Akagi d'être attaqué par les 3 Dauntless restants, recevant un seul impact direct qui a pénétré le pont. Et il a explosé parmi les avions armés et ravitaillés dans le hangar inférieur, provoquant une explosion gigantesque et déclenchant des incendies incontrôlables. Le dernier des 3 escadrons a plongé sur le porte-avions Soryu, infligeant 3 impacts directs qui ont causé d'énormes dégâts. En quelques minutes, Kaga, Akagi et Soryu étaient redevenus des tas incandescents, flottants et ont dû être abandonnés immédiatement. À 11h du matin, à bord du Hiryu, le seul porte-avions restant, l'amiral Yamaguchi a ordonné le décollage immédiat de sa force d'attaque, suivant son instinct il y a quelques heures. La force d'attaque, composée de 18 bombardiers en piqué VAL et de 6 chasseurs d'escorte, a trouvé et attaqué le porte-avions Yorktown à 12h05, touchant le navire avec 3 bombes en plein sur le pont, ouvrant un trou dans le pont. L'équipe de contrôle des avaries du Yorktown a rapidement réparé la plupart des dégâts. Mais 1 heure plus tard, une deuxième vague d'attaque du Hiryu est arrivée avec 10 bombardiers Kate. Cette fois, les Japonais ont touché le Yorktown avec 2 torpilles, détruisant sa propulsion et le faisant gîter de 23 degrés sur bâbord. Entre-temps, un avion de reconnaissance américain avait localisé le Hiryu et l'Enterprise a lancé 24 Dauntless dans un dernier grand effort de la journée. À 17h, 4 bombes ont frappé le pont du solitaire Hiryu, incendiant immédiatement une grande partie du navire et forçant également une évacuation rapide de son équipage. Au début de la soirée, l'amiral Taman Yamaguchi a refusé d'être sauvé, choisissant de couler avec son porte-avions. Déjà dans l'obscurité, alors qu'il savourait les grandes nouvelles, l'amiral Spruance a ordonné le retrait immédiat de ses 2 porte-avions vers l'est. Craignant une confrontation nocturne avec le cuirassé Yamato qui aurait pu dominer ce scénario. Le matin du 5 juin, les Américains ont tenté de localiser la force de Yamamoto, mais sans succès. À 14h55 du matin du 6 juin,
Yamamoto lui-même a ordonné une retraite générale de son escadre, retournant au Japon. Mais la bataille ne se terminerait qu'à la fin de l'après-midi du 6 juin. Lorsque le Yorktown, qui était remorqué vers Hawaï, a été torpillé par le sous-marin japonais AR-168, recevant 2 coups directs et coulant à l'aube suivante. La perte simultanée de 4 porte-avions de l'escadre s'est finalement révélée irréparable pour le Japon. Jamais la marine impériale japonaise ne lancerait plus d'offensives de grande envergure, et à partir de ce moment-là, le Japon passait en mode défensif dans le Pacifique. Les États-Unis avaient réussi non seulement à conserver Midway et à garantir la sécurité d'Hawaï, mais aussi à gagner suffisamment de temps pour l'arrivée de leurs nouveaux porte-avions de la classe Essex et des cuirassés de la classe Iowa, ce qui enfin leur garantirait la possibilité de passer à l'offensive. Midway est devenue la bataille navale la plus décisive de l'histoire, changeant de façon incontestable le cours de la guerre du Pacifique en une seule journée. En 1998, l'explorateur Robert Ballard, déjà connu pour avoir localisé le Titanic et le cuirassé allemand. Bismarck a trouvé l'épave du Yorktown à 50 mètres de profondeur, présentant encore des détails de sa peinture d'origine. En octobre 2019, des explorateurs ont également annoncé avoir trouvé les épaves du Kaga et de l'Akagi, reposant sur le fond océanique à 5400 mètres de profondeur. Mais jusqu'à présent, Soryu et Hiryu restent inconnus, se cachant dans l'obscurité des profondeurs de l'océan Pacifique. Alors, tu as aimé cette vidéo ? Regarde ces autres vidéos que j'ai choisies pour toi, Natoisie pour toi, abonne-toi et active la cloche pour recevoir les notifications. Je publierai d'autres vidéos, mais je m'arrête ici aujourd'hui. Merci encore pour ton écoute, je t'envoie une grosse accolade depuis la salle de guerre.